Vous connaissez très certainement Daniel Zaguri qui intervient régulièrement dans les médias. Vous êtes psychiatre, c'est-à-dire que vous êtes d'abord médecin, c'est important de le dire. Psychiatre et psychanalyste, ce n'est pas la même chose. Psychiatre des hôpitaux français, spécialiste de psychopathologie, psychiatre légal, chef de service et expert près de la Cour d'appel de Paris. Et vous avez donc écrit ce livre autour de Monsieur Dupont de Ligonnès. Pourquoi ? Je suis comme n'importe quel citoyen. C'est un défi. Et au fond, j'ai eu envie de relever ce défi, mais avec l'expérience qui est la mienne, le parcours qui est le mien, et les repères qui sont les miens. Et donc, au départ, quand je me suis plongé dans sa vie, je savais pas trop ce qu'il en résulterait, mais bon, petit à petit, j'ai accumulé beaucoup d'informations. Alors, on me fait le reproche, on me dit, mais vous ne l'avez pas examiné, effectivement, je ne l'ai pas examiné, mais ce à quoi je réponds, il m'arrive d'examiner des personnes et au bout d'1 heure, 2 heures, 3 heures, de n'avoir rien à dire parce qu'ils se sont montrés très à distance, très conformistes dans leurs réponses, alors que lui, il a passé sa vie sur les réseaux, sur la toile, à parler de lui, de ses proches, et puis ses amis ont parlé de lui, donc j'en sais infiniment plus sur lui et sur l'ensemble de sa vie que sur bien des gens que j'ai examinés. Qu'est-ce que vous avez au fond voulu faire ? Vous avez voulu essayer de comprendre la motivation de cet acte incroyable ? Alors, vous savez, les journalistes font les mêmes erreurs que certains psychiatres. C'est-à-dire qu'ils veulent absolument une étiquette. Et une espèce de cause coupable qui permettrait de tout comprendre. En réalité, je pense qu'il faut attraper le sujet à sa naissance, voir comment il a évolué, voir quels ont été les événements importants de sa vie, quels ont été les seuils, les moments de bascule, et à partir de là, on arrive à retracer un parcours, une dynamique. Vous savez, on peut se tromper sur un événement, lui accorder trop d'importance ou pas assez, on peut faire des erreurs. Par contre, quand on saisit une cinétique, une évolution, un fil conducteur, là, on se trompe. C'est ce que j'appelais comprendre. C'est-à-dire qu'au fond, ce que vous voulez, c'est être dans la tête de Dupont de Ligonnès pour essayer de comprendre pourquoi il tue toute sa famille. Est-ce que je peux le résumer comme ça ? Ah bah vous pouvez tout à fait. Bon, et à ce moment-là, est-ce que vous l'avez compris ? Alors, je vous disais que en me plongeant dans sa vie, j'étais pas certain de trouver quelque chose qui soit satisfaisant pour moi. Là, je pense avoir compris un certain nombre de choses. Maintenant, l'important, c'est comme dans une expertise. L'important, c'est pas d'avoir raison ou tort. L'important, c'est de trouver les mots et les ressorts pédagogiques pour faire partager ce qu'on a cru pouvoir trouver à un public plus large. Alors, je vais poser la question différemment. Est-ce que vous diriez, après tous les éléments que vous avez trouvés, que ce qu'il a fait correspond à une logique, la sienne, et que c'était inévitable, et que ça allait se terminer comme ça ? Alors non. Parce que ça, je pense que c'est une illusion rétroactive. Effectivement, quand on reprend son existence de désillusion en désillusion, de chute en chute, jusqu'au seuil de la dépression, puis ensuite à la préparation du passage à l'acte, on a l'impression d'un fatum, d'une tragédie grecque absolument inéluctable. C'est quand même une illusion rétroactive. Essayez d'imaginer qu'il ait été capable à un moment de faire part de sa détresse à ses amis sans annuler aussitôt le mouvement de l'aveu ou bien d'autres exemples. Le cours de son existence aurait pu être différent. Donc nous, on a l'illusion, en effet, qu'il allait droit vers la tragédie. Mais encore une fois, c'est une reconstruction. Alors, le livre est formidable. Je vous ai reçu l'autre jour dans l'émission sur CNews, l'énigme publique numéro 1, Xavier Dupont de Ligonnès. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ont acheté votre bouquin et qui m'ont dit, mais c'est formidable parce qu'on essaye de comprendre, bien sûr. Alors, je pourrais lire des passages, bien sûr, qui donnent la couleur de votre livre. Mes investigations ne portent pas sur les faits. En dehors de la certitude finale, ils sont largement connus de tous. Ce que je cherche à comprendre, c'est la personne même de l'enquête psychique et son parcours de son enfance à la mort
des siens, comprendre l'autre, c'est une très grande difficulté. On est tous dans nos vies, avec nos intimes, essayer de comprendre, de décoder nos enfants, notre femme, nos parents, pourquoi il a fait ça, et je vais essayer de le comprendre, je n'y arrive pas, c'est incompréhensible, etc. Et c'est ça, évidemment, la démarche de votre livre. En février 2009, Xavier Dupont de Ligonnès retrouve par hasard Claudine, amour d'adolescence. Ils entament une liaison, elle lui prête 50 000 € qu'il ne peut restituer. Alors, l'argent, le rapport à l'argent, est-ce qu'il est déterminant, selon vous, dans l'acte et dans le passage à l'acte? Alors, il y a beaucoup de choses qui sont déterminantes. Vous pouvez faire une théorie religieuse, vous pouvez faire une théorie psychiatrique, vous pouvez faire une théorie financière, vous pouvez faire une théorie narcissique, vous pouvez faire une théorie aristocratique, ça a été fait d'ailleurs, mais il faut certainement pas enfermer son cas dans une seule théorie. Toutes ces théories s'engrènent les unes dans les autres. Oui, l'argent a été important. Et pour comprendre son rapport à l'argent, je pense qu'il faut comprendre que sa mère l'a prédestiné. Elle l'a prédestiné à être un survivant de l'Apocalypse, et il l'a cru jusqu'à l'âge de 35 ans. Et alors, quand vous allez être un grand de ce monde après l'Apocalypse, faire des études, essayer de progresser financièrement, etc., c'est peut-être pas une priorité, puisque tout va arriver tout chaud et tout rôti à un moment donné, puisque vous êtes un winner de naissance, en quelque sorte. Et donc, il a, si vous voulez, un chef d'entreprise qui échoue. Il s'obstine, il se demande pourquoi, il cherche une autre solution, et puis il repart à la bataille, et puis la réussite viendra ou ne viendra pas à un moment donné. Lui, il était dans un rapport à l'échec, notamment financier, très singulier, et à chaque fois, il avait l'impression qu'il allait se refaire la cerise. Donc, il commence par demander 50 000 € à sa maîtresse. Mais il y a pas ça veut dire quoi? Il n'y a pas de surmoi, il n'y a pas de lucidité, il triche en permanence, il n'est pas lucide sur lui-même. Comment? Non, il n'est pas lucide sur lui-même. C'est quelqu'un qui, contrairement à ce qui a été dit parfois, avait un certain intérêt pour les autres, de l'empathie, un sens de l'amitié. Il a gardé les mêmes amis pendant très longtemps. Non, il a une espèce de méthode Coué qui est absolument extraordinaire. Il est devant une difficulté financière. Alors, il prend une double page, du papier, donc un crayon, et puis il note. Et à la fin, et à la fin, quand il a fini de remplir la page, il s'explique à lui-même qu'il n'y a pas de problème, que de toute façon, il va y arriver. Mais ça, il se ment, parce que c'est toujours difficile quand je dis comprendre l'autre. Il se raconte des salades où il y croit lui-même. Il y croit lui-même. Il y croit lui-même. Vous savez, il est intelligent, vous diriez par exemple qu'il est intelligent? Oui, je pense que c'est un homme intelligent. Alors, les écrits sur les réseaux sociaux sont parfois extrêmement ennuyeux, rébarbatifs, confus. Quand il se prend pour un grand théologien. Oui. Mais par contre, c'est pas un signe d'intelligence. Cette absence de lucidité n'est pas un signe d'intelligence. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'humour et de dérision non plus. Ce qui est souvent un signe que j'aime bien, qui permet l'humour et Alors la seule fois où il m'a fait rire, c'est quand il s'adresse à sa femme et à son amant, qui est son meilleur ami d'ailleurs, et où il leur envoie un mail « Salut les cochons ». Bon, coucou les cochons. Bon, là il m'a fait rire, mais c'est la seule fois. Il est assez ennuyeux. Mais il faut se méfier des gens justement qui sont ennuyés, pas rigolos et pas d'humour. Faut se méfier d'eux, sur leur intelligence en tout cas. Cher Pascal Praud, moi je suis pas là pour porter des jugements de valeur. Je prends les gens tels qu'ils sont. Je dis pas c'est bien, c'est mal, il aurait dû être comme ceci. Non, je dis pas ça, mais on essaye de décrypter la question, est-ce qu'il est intelligent? Alors, et vous dites lui, il s'attribue un coefficient intellectuel de 150, très au-dessus de la moyenne. Alors je sais pas d'où ça sort, mais non, je pense que c'est un garçon intelligent, mais je pense que c'est un garçon qui a, vous savez, ça n'a rien à voir avec la croyance, l'intelligence. On peut croire que la Terre est plate et avoir un QI à 160, ça n'a rien à voir. Bon, en tout cas, donc on sait ce qui est arrivé, et puis la question que chacun doit vous poser, c'est est-ce que vous avez
résolu l'énigme, non pas de savoir pourquoi, parce que vous venez de nous dire combien c'est difficile et combien il y a plusieurs théories, mais la suite. Est-ce que vous avez un sentiment? Est-ce qu'il est vivant? Est-ce que ce type de personnalité en finit? S'il ne s'est pas suicidé, pourquoi il ne s'est pas suicidé tout de suite? Moi, intuitivement, je me dis, il est vivant. Pourquoi? Parce que s'il avait dû se suicider, il se serait suicidé tout de suite. Pourquoi se serait-il suicidé après? Alors, il ne s'est pas suicidé tout de suite parce que dans son esprit, la mort des siens devait être inconnue. Et il avait ce message d'exfiltration. Vous êtes sûr de ça, que écoutez, dans son esprit... Bah oui, mais il a dit ne touchez pas au fond du jardin, c'est une sorte de... Ça, je dirais que ça renseigne sur le fait qu'on n'est pas dans le crime parfait, hein, contrairement à ce qu'on lui a attribué. Mais il donne quand même un signal quand il dit faites attention, n'y touchez pas là-bas. Oui. Vous l'interprétez pas comme ça, comme une sorte d'acte manqué, comme on dit en psychanalyse ou en psychiatrie. Écoutez, peut-être, j'ai pas assez d'arguments. En tout cas, c'est très maladroit. C'est très maladroit d'indiquer par la délégation l'endroit où se trouvent les corps. En tout cas, il ne s'est pas suicidé tout de suite, contrairement à la plupart des crimes intrafamiliaux qui se poursuivent dans l'élan par un suicide. Parce qu'il fallait absolument que toute sa famille pense que l'ensemble de ses proches et lui-même était parti exfiltré aux États-Unis. Donc c'était ce qui était extrêmement naïf. C'est du Tintin. Enfin bon. C'est d'où ma question. Est-ce que c'est intelligent de penser un scénario aussi que personne ne peut croire? Donc vous pensez qu'il s'est suicidé quand? Alors, si vous, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la croyance. Alors, il suffit d'aller sur les réseaux sociaux, ce que j'aurais peut-être pas dû faire, mais à la suite de une ou deux interviews, je vais voir la réaction des internautes, c'est terrifiant, hein, c'est terrifiant. Et donc, c'est n'importe quoi. Ce psychiatre, il raconte absolument des cracks. Il s'est suicidé. Et il est vivant, point barre. Voilà, il est vivant. Les gens veulent. Les gens, ils sont de l'ordre de la croyance. Et les gens ont envie qu'il soit vivant. Ils ont envie qu'il soit vivant. Voilà, parce qu'ils ont envie de comprendre, ils ont envie de l'entendre parler. Ils ont envie qu'il réapparaisse. Ils lui ont attribué une espèce de toute puissance par rapport à la police et à la justice, et il serait comme ça au nez et à la barbe de toutes les polices du monde. Il aurait une existence quelque part, et un jour il va réapparaître. Je pense qu'il y a quelque chose effectivement de très profond de l'ordre de l'attente de celui qui va. Il est le survivant, celui qui va réapparaître. Oui, mais surtout, il devrait avoir une image déplorable, ce Dupont de Ligonnès. On devrait trouver que c'est un homme horrible, ce qu'il a fait est abominable, et curieusement, j'ai le sentiment que son image est plutôt positive. Non, pas positive. Non, vous avez raison, je retire, pas positive. Mais que retirez-le tout de suite. Je le retire immédiatement. Elle n'est évidemment pas positive, mais elle n'est pas. Il n'est pas montré comme Dutroux. Il n'est pas montré comme les grands criminels qui existent aujourd'hui. Évidemment. Et il est un espèce. Et ça vous étonne pas? Mais ça vous étonne pas? Pardon? Ça ne vous étonne pas qu'il soit pas... Mais si, ça m'étonne. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai appelé mon livre « L'énigme publique numéro 1 » et non pas « l'ennemi public numéro 1 ». Alors, c'est très curieux, parce que ça, c'est la réaction sociale. La réaction sociale n'est pas celle qu'on pourrait attendre. Effectivement, il a une espèce d'aura de toute puissance, de méticulosité, de préparation du crime, et je pense que la foule, comme ça, pressent que dans sa tête, il y avait des choses de l'ordre du mysticisme, et donc il est encore une fois un puzzle. Il y a cette horreur, mais il n'y a pas que ça. Et il a aussi, il est le dépositaire de la clé de nos mystères. Il n'y a pas que ça. C'est difficile de mettre de côté ça, comme vous dites, de tuer ces 4 enfants. Alors, bon, moi, je ne mets pas de côté. Je ne porte pas de jugement de valeur. Je dis qu'effectivement, la réaction sociale, jugement de valeur. La mère, quand même, le portrait et l'influence que vous faites de la mère, je vous assure,
Tu te dis, sa mère l'a conditionné à devenir l'horrible Xavier Dupont de Ligonnès qu'il est devenu. Là aussi, c'est une reconstruction. Sa mère, écoutez, c'est très étonnant. Elle est terrible. Voilà une fratrie. Oui. Donc, la sœur aînée s'est extraite de toute cette histoire. La jeune sœur, elle est restée jusqu'au bout dans la croyance, dans la doctrine maternelle. Et lui, ce que je dis dans mon livre, c'est qu'il est le cul entre deux chaises, entre deux prie-dieu. En tout cas, c'est aux éditions du Seuil. Lisez ce livre, L'énigme publique, numéro 1, Xavier Dupont de Ligonnès. Tout le monde a un avis. J'imagine, Géraldine, vous avez un avis. Vous pensez quoi? Moi, je pense qu'il est encore vivant. Je vous jure. Qu'il s'est caché, qu'il s'est grimé. En fait, on a envie. C'est vrai qu'on a envie qu'il soit vivant. J'avais envie qu'il soit vivant. Malheureusement, voilà, exactement. Et mon livre est attristant parce qu'il vient nous révéler quelque chose d'assez triste. Je le lirai. Il est attristant et Isolde, bien évidemment.